Et donc maintenant, vous allez nous parler de la vision des économistes, des milieux économiques un petit peu. Voilà, pour 20 minutes également. Merci Marie-Thérèse, merci aux organisateurs. Les relations entre Jean Monnet et l'Allemagne présentent de toute évidence des traits extraordinaires. Par 2 fois, il quitte le cadre de sa vie antérieure pour s'engager de toutes ses forces dans le combat contre l'ennemi, contribuant à mobiliser les ressources de la France, de la Grande-Bretagne, des États d'Amérique du Nord. Comme à d'autres Français, l'Allemagne doit lui paraître comme l'éternelle menace, pays voisin avec qui la paix et l'entente semblent décidément impossibles. Il paraît que Monnet n'ait jamais mis pied en Allemagne avant son voyage à Bonn en mai 1950. Il ne connaissait donc guère ce pays dont il ne parlait pas la langue, sur lequel il ne pouvait pas se tenir informé de première source. En tant qu'homme d'affaires et banquier, Monnet avait tissé un réseau dense et de très haut niveau dans les années 20 et 30, parfaitement intégré dans le monde anglo-saxon. Il semble bien qu'il ne soit jamais entré en relation particulière avec les milieux d'affaires allemands. Ce qui est sans doute plus remarquable encore, c'est que ce rapport particulier avec l'Allemagne, fait de combats engagés et de périodes de non-relation, n'a apparemment pas conduit Monnet à des considérations d'ordre historique sur le chemin particulier de ce pays au XIXe, XXe siècle, sur la faillite de ses élites, sur les responsabilités précises à désigner, plus tard sur le problème de la transition à la démocratie et les rapports des Allemands avec leur propre passé. Il faut chercher beaucoup dans la correspondance de Monnet pour trouver, dans le contexte des négociations sur le plan Schuman, une désignation comme celle des barons de la Ruhr, terme sans tranchant particulier, mais tout de même historiquement connoté. Monnet se concentrait sur le temps présent et la réalité économique. Évidemment, il s'agissait d'abord d'assurer la sécurité de la France et de prévenir tout retour à une position d'hégémonie de l'industrie allemande, de créer en revanche, note du 3 mai 1950, des conditions d'expansion commune dans la concurrence, mais sans domination. Peut-être fallait-il ce détachement ou cette capacité d'abstraction pour être en mesure, au printemps 1950, d'élaborer un projet d'intégration économique et politique avec l'ennemi d'hier. La paix et la prospérité en Europe, telle était sa conviction, supposaient d'abord un lien particulier avec ou entre la France et l'Allemagne. Il est généralement trop peu connu que les premières versions en mi-avril 1950 de ce que allait devenir le plan Schuman évoquaient d'abord l'union franco-allemande, dont la première étape devait être l'établissement de bases communes de développement économique. Dans le sens inverse, au lendemain de la guerre, Monnet était parfaitement inconnu en Allemagne. Sans doute les milieux sidérurgiques avaient-ils eu connaissance de la création du commissariat au plan et de ses projets sidérurgiques en particulier. Mais rien n'indique qu'ils avaient la moindre connaissance du parcours et des motivations de celui qui l'avait inventé. Monnet gagnait quasi instantanément l'estime dans l'opinion publique allemande après son entrée sur la scène européenne. Certainement pas comme économiste, mais comme figure tutélaire du projet européen. Une seule illustration qui m'a surpris dès sa première visite à Bonn, le 23 mai 1950, l'organe de la Confédération syndicale DGB, Welt der Arbeit, Monde du Travail, donne la parole à Monnet et met en valeur son approche qui consisterait à considérer en premier lieu, je cite, les couches travailleuses comme les garants de la paix politique et économique entre les peuples.
Le temps est donné et l'appréciation de l'Européen de Cognac ne devait jamais plus faiblir en dépit du sort si souvent incertain des projets européens. Avant d'évoquer d'un peu plus près les projets économiques, certains projets économiques essentiels, il me semble indispensable tout de même de garder à l'esprit certaines bases sur lesquelles l'action de Jean Monnet était jugée en Allemagne. J'en résume en 4 points. Le premier point, Monnet était crédible dans son approche d'accepter l'Allemagne sur un pied d'égalité, seulement 5 ans après la fin de la guerre. Les interlocuteurs allemands de tous bords avaient immédiatement la conviction d'avoir affaire à un homme sans prévention et sans préjugés, mais au contraire nettement en rupture avec toute velléité de revanche ou de tentation de discrimination. Monnet, en 1950, était prêt à mettre entre parenthèses le passé et à donner une chance au rapprochement avec l'Allemagne démocratique dans l'intérêt d'une paix durable sur le continent. Le deuxième point, l'Europe, selon Monnet, devait se construire même en dehors du contexte particulier de la guerre froide. Adenauer pouvait y voir, entre autres, un rempart contre l'Union soviétique. Pour Willy Brandt, plus tard, cette même construction était censée, entre autres, d'être un élément d'un ordre de paix à construire sur le continent européen. Monnet se gardait bien d'opposer la construction européenne, ou opposer construction européenne et l'aspiration des Allemands à réaliser l'unité nationale. Personne ne savait précisément dans les années 50 et 60 comment l'articulation entre l'unité européenne et l'unité allemande pourrait se faire un jour, mais il était clair depuis au moins le milieu des années 50 que l'un n'était pas l'obstacle à l'autre. Monnet était prêt à joindre les gestes à la parole. La convocation le 8-9 mai 1965, 20 ans après la fin de la guerre, la convocation du comité d'action dans la ville de Berlin pour y tenir sa 12e session s'inscrit dans cette approche. Willy Brandt, le maire régnant, y s'apprêtait à renverser les termes de la question allemande qui ne saurait trouver une solution qu'en accord avec les Européens de l'Est et de l'Ouest. Troisième point, la conviction d'une nécessaire relation étroite avec les États-Unis correspondait parfaitement à l'orientation des gouvernements allemands successifs, d'Adenauer à Schmidt et au-delà. Aucune sécurité n'était concevable sans l'implication de l'allié américain. De toute évidence, aux yeux des Allemands, Monnet incarne cette France engagée dans la construction d'une Europe unie, cependant pas une Europe étriquée et repliée, mais bien une Europe ouverte au reste du monde et aux États-Unis en particulier. Quatrième point, je soulignerai le caractère transpartisan de l'approche de Monnet. Ce trait avait son pendant dans le large consensus en matière européenne tel qu'il s'est établi entre les partis politiques allemands depuis le milieu des années 50. À regarder de près, Monnet avait même une certaine part de mérite dans l'émergence de ce consensus allemand. Dès son accession aux fonctions de président de la haute autorité de la CK, Monnet entamait un travail de conviction à destination des syndicats et des sociodémocrates allemands. Ces derniers avaient délégué leurs principaux dirigeants, Erich Ollenhauer, Herbert Wehner, Fritz Erler, à l'Assemblée commune. Le volet politique sociale, un début de recherche, de politique de recherche européenne était de nature à intéresser les sociodémocrates.
Je passe nécessairement rapidement à 3 projets majeurs que j'ai choisis, qui sont évidents. C'est le plan Schuman, c'est quelques mots éventuellement sur le chemin vers les traités de Rome. Ensuite, pour terminer avec l'aspect de coopération, d'intégration monétaire. Donc d'abord, brièvement sur le plan Schuman, la présentation de ce plan ne pouvait être qu'acceptée, agréée, accueillie avec enthousiasme par Adenauer d'abord. Pas besoin d'insister beaucoup sur la situation particulière de l'Allemagne. L'industrie était limitée, la production d'acier limitée à 11 millions de tonnes, etc. Donc déjà des aspects, des enjeux économiques faisaient que du côté allemand, le plan Schuman était accueilli comme une promesse de libération et d'enlèvement des restrictions dues à la politique d'occupation qui était encore en vigueur, évidemment, en Allemagne en 1950. Donc, acceptation politique d'Adenauer que nous connaissons. Du côté des sidérurgistes allemands, la réaction était nécessairement plus nuancée. Dans la mesure où l'initiative proposait, encore une fois, plus ou moins explicitement la fin des limitations, l'accueil ne pouvait être que favorable. Toutefois, l'introduction de dispositions anti-cartel et anti-concentration avec des implications directes et immédiates pour les structures traditionnelles de la Ruhr provoquait un raidissement de leur attitude à l'automne 1950. La cible des attaques, de certaines attaques, pour des impulsions anti-cartel, article 65-66, n'était pas Jean Monnet, mais Robert Bowie, professeur de Harvard, conseiller à la fois de la Haute Commission américaine et de Jean Monnet. C'est ainsi qu'il fallait bien la pression américaine et l'intervention directe de John McCloy, bien instruit par Jean Monnet, pour faire céder les résistances des sidérurgistes allemands. Avant même la signature du traité, on trouve les premières dénonciations d'une tutelle bureaucratique. En l'absence d'expérience avec la planification à la française, l'argument n'avait guère de prise dans les discussions à l'époque. Au moins, selon les termes d'un sidérurgiste, on aurait échappé je cite, aux excentricités planificatrices et socialistes des Britanniques, qui étaient considérés comme les socialistes à l'époque. Les industriels comptaient sur des aménagements ultérieurs et l'application pragmatique du traité, et effectivement, le traité allait donner certaines prises à cet espoir. Je passe avec 2 remarques seulement sur le traité de Rome. Laurent a déjà expliqué la préférence évidente de Jean Monnet pour l'Euratom. Il faut bien maintenant voir que pendant les années 50, en Allemagne, il y a une montée en puissance de Ludwig Erhard ou d'une tendance économique représentée par Ludwig Erhard, l'ordolibéralisme ou l'économie sociale du marché, comme on veut. Dès 1953, les experts du ministère de l'économie autour de Erhard expriment leur préférence pour le marché commun et pour la création d'un grand marché ouvert, et ils réfutent explicitement d'autres intégrations partielles de type Euratom ou d'autres intégrations sectorielles étaient en discussion à l'époque. Donc, autour de l'année 1955, disons, il y avait une discussion en Allemagne, quelle préférence, quel chemin suivre, et l'issue de cette discussion n'était pas évidente, puisque Erhard, justement, il avait une position très, très forte face à Adenauer, juste au milieu des années 50 et jusqu'à la fin des années 50 en particulier. Donc, bref, il y a un compromis entre ces 2 tendances en Allemagne, avec une préférence évidente pour le marché commun, mais pour des raisons politiques et européennes,
Adenauer et d'autres avec lui. On peut mentionner Franz Etzel à la Commission, à la haute autorité, faisait valoir qu'il fallait aussi accepter le traité ou le chemin vers le traité d'Euratom, donc un compromis à l'intérieur du système politique allemand. Jean Monnet, maintenant, à un certain moment, à la fin du mois de septembre 1956, lorsque les négociations étaient en crise et pratiquement interrompues, il essaie de dissocier le lien entre les deux traités, entre les deux négociations, ce qu'on a appelé en Allemagne le Junktim entre les deux traités. Il n'y parvient pas. Malgré ces entretiens, ces échanges avec Adenauer, Hallstein et d'autres, les Allemands insistent sur le maintien du lien entre les deux. Il n'y aura pas de traité d'Euratom sans le traité sur le marché commun. Et le deuxième aspect que j'essaie de faire valoir, c'est que ce projet d'Euratom intéressait en particulier les sociodémocrates allemands. Il réussit en quelque sorte, entre guillemets, à vendre ce projet aux sociodémocrates, très favorable à Euratom, qui organise même en 1956-57 un congrès qui est partiellement dédié à l'Euratom. Donc, il me semble que c'est une passerelle, en quelque sorte, pour les sociodémocrates pour aller vers l'acceptation des deux traités de Rome, ce qui intervient donc en 1957, juin, dans le processus parlementaire de ratification au Bundestag. Troisième et dernier aspect, 4 minutes pour le sujet monétaire qui a été déjà abordé. Monnet insiste ou voit en Allemagne, disons, à la fin des années 60, à la fin de l'ère de Gaulle, en Allemagne, le partenaire sur lequel il faut s'appuyer pour faire avancer les projets européens. Et parmi ces projets, c'est l'ouverture vers la Grande-Bretagne. Parmi ces sujets, il y a aussi l'intégration monétaire. Donc, il intervient une première fois en 68 auprès de Brandt pour faire valoir son projet qui tourne autour de ce fonds monétaire de réserve. Et à cette époque, à ce moment-là, il y a un refus assez net de la part du gouvernement allemand qui y voit une manœuvre pour mettre en difficulté supplémentaire la politique européenne de Gaulle. Monnet n'attend pas beaucoup après l'élection de Willy Brandt à la chancellerie et il intervient auprès de lui en octobre, novembre 69 pour lui expliquer tous les avantages du projet monétaire. Et ce qui est intéressant, c'est que Brandt, c'est assez rare, fait un résumé de 4 pages de son entretien avec Monnet et il s'exprime très favorablement à tous les aspects que Monnet propose. Maintenant, Brandt, évidemment, il ne peut pas décider tout seul d'une telle politique. Il fait passer le mémorandum laissé par Monnet à Bonn à d'autres instances, au ministère de l'économie, même à la Bundesbank. Et là, il y a un autre son de cloche, évidemment. Il y a tout de suite l'insistance sur l'approche économiste allemande, c'est-à-dire qu'il faut d'abord une harmonisation des politiques économiques, budgétaires et fiscales avant de concevoir une intégration monétaire comme le couronnement d'un long processus. Donc, pendant toutes ces négociations qui vont, à partir de la conférence de La Haye, déboucher sur le comité Werner et ses travaux, il y a cette double approche en quelque sorte. Il y a un soutien politique caractérisé de la part de Brandt pour avancer et pour même accepter certains compromis autour de ces négociations. Mais de l'autre côté, on a Karl Scheler, le ministre de l'économie, la Bundesbank et d'autres intervenants, des économistes justement, qui plaident donc pour beaucoup plus de prudence dans cette affaire. Bref, à mon avis, le temps n'était pas mûr pour réaliser finalement
ce qu'était le plan Werner en 1971. Un dernier point, en 2 minutes, en guise de conclusion. Willy Brandt, dans ses mémoires, comme on pouvait s'y attendre, rend un hommage appuyé à Jean Monnet. Il évoque un des architectes de notre Europe dont il affirme avoir admiré la persévérance avec laquelle il a poursuivi ses objectifs. Il moque aussi au passage sa manière de tenir toujours le même discours comme certains prêcheurs. Mais plus sérieusement et de manière plus surprenante, Brandt conclut par l'estimation qu'il s'agissait d'une erreur de croire que l'intégration économique conduirait automatiquement à l'intégration politique. Le contexte européen décourageant en cette année 1975, comme Brandt a écrit ses mémoires, marqué par un certain référendum britannique déjà, explique sans doute en partie ce constat désabusé. Surtout, Brandt n'avait pas d'autre méthode à proposer pour faire l'Europe que celui de Jean Monnet. Miser sur la force de la raison, de progresser graduellement sans poursuivre des solutions perfectionnistes et, comme Brandt le demandait lors de l'ouverture de la session du comité d'action à Bonn en décembre 1969, je cite, de faire maintenant ce qui est possible. Je vous remercie.